Bonjour à tous et bienvenue à la ISFAR 2024 et à cette session live démo intitulée Abord vasculaire de l'adulte en anesthésie-réanimation. Je me présente, moi je suis le docteur Jean-Denis Moyer, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Caen et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec le docteur Frédéric Gomas qui lui est anesthésiste réanimateur à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Alors, pourquoi une session sur les abords vasculaires en anesthésie-réanimation? Déjà parce que c'est une pratique quotidienne, c'est une problématique qu'on va rencontrer de manière journalière, avec plusieurs causes à la rencontre de cette pratique. Globalement, on peut se retrouver dans des situations de difficulté, avec des échecs de mise en place de voies veineuses périphériques, qui peuvent aller jusqu'à 25% des patients. Et aussi parce qu'on va avoir des fois des patients extrêmement, on va dire, âgés, comorbides, qui ont un capital veineux qui est assez faible, et pour lequel des traitements prolongés sont prévus. Et à ce moment-là, il faudra discuter de quelle est la meilleure stratégie d'abord vasculaire chez ces malades. Donc nous, on va vous présenter comment faire face à un échec de mise en place de VP avec nos techniques standards, et donc l'utilisation de l'échographie pour se sortir de cette problématique, qui va nous permettre de cathétériser parfois des veines superficielles ou profondes. Et nous allons aussi discuter des modes alternatifs que sont le mid-lad ou le PICC line. Et nous finirons par une voie d'abord qui est un peu particulière, qui est l'abord intra-osseux, qui est réservé à l'urgence. Alors, si on s'intéresse à la voie veineuse périphérique sous échographie, cette voie veineuse, en fait, c'est une voie veineuse classique, standard, qu'il ne va pas falloir garder plus de 3 jours, et qu'on va insérer à l'aide donc comme son nom le dit, de l'échographie, et elle va nous permettre de cathétériser soit des veines superficielles, qu'on n'aurait pas vues, donc qui sont non visibles, ou alors des veines profondes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est des veines superficielles, la technique est assez standard et le matériel est assez standard. Par contre, lorsqu'on va vouloir cathétériser des veines profondes, il y a un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber, c'est l'utilisation d'un cathéter standard, puisque en fait, on vous présente cette étude qui avait été publiée dans Annals of Emergency Medicine, où les auteurs démontraient que pour atteindre la veine profonde, il y avait déjà une distance de 2,75 cm à franchir pour arriver dans la veine, ce qui, avec la taille classique de nos cathéters, ne laissait que très peu de cathétérisation dans la veine et donc un matériel non adapté. Et donc, il va falloir utiliser des techniques avec des dispositifs un peu plus longs. Je vais donc passer maintenant la parole au docteur Frédéric Gomas qui va nous montrer sur notre mannequin Anna quelles sont les veines superficielles et profondes qui sont éligibles à une pose de VVP sous échographie. À toi Frédéric. Bonjour à tous. Donc, pour les abords vasculaires périphériques sous écho, on va bien sûr mettre un garrot de manière à pouvoir gonfler un petit peu les veines et faciliter le repérage d'une part et la ponction par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir pour la ponction des veines périphériques sous écho, c'est que les veines qu'on a l'habitude de prendre à l'aveugle, notamment par exemple si on regarde les veines superficielles qui sont sur la main, là qu'on voit assez facilement, en fait ce n'est pas des veines qu'on va pouvoir ponctionner sous écho. Pourquoi? Alors on va aller les rechercher là à l'écho, voilà, on en voit une juste ici, voilà, vous voyez, on va friser l'image très rapidement. Vous voyez, hop, cette image avec notre veine périphérique qui est juste là, vous voyez, juste au-dessus de mon petit pointeur. En fait, cette veine, elle est à 2 mm au niveau de la peau et on ne va jamais réussir à la cathétériser correctement. Pourquoi? Simplement parce que quand on va venir avec son aiguille, là comme ça, pour venir la prendre, on va entraîner la peau et au moment où on va passer la peau, et à ce moment-là, on va avancer de plus de 2 mm et donc on va à la transfixion, on ne va jamais réussir à la cathétériser. Donc quand on va vouloir faire de la ponction veineuse sous écho, on va être obligé d'aller chercher des veines qui sont un petit peu plus profondes et notamment les veines de l'avant-bras. Donc on positionne en fait sa sonde d'écho en sagittal sur l'avant-bras et puis on va aller chercher des veines. On va chercher des veines qui sont un peu plus profondes, donc qui vont plutôt être proches de 5 mm d'eau profondeur.
Et on va essayer de trouver celles qui sont les plus grosses, les plus faciles à ponctionner. On peut en fait cathétériser n'importe quelle veine à partir du moment où on la voit et si tant est qu'on est capable de venir poser son aiguille dedans. Donc on cherche tranquillement. Là, on en a une, mais elle est quand même un peu superficielle. Elle risque d'être un peu compliquée et un peu petite. Et puis, par exemple, là, vous voyez, là, on en a une qui est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de se mettre sur un plan perpendiculaire par rapport à la table, voilà, comme ça, pour nous simplifier un petit peu la vie. Et on repère bien sa veine. Et voilà, celle-là, c'est une veine qu'on peut tranquillement ponctionner. Si on regarde un petit peu sa mesure, on va quand même voir qu'elle est assez fine, hein, puisqu'elle fait... Voilà, vous voyez, 2 mm, 2 mm de diamètre, c'est quand même pas énorme, mais bon. Donc, on a deux possibilités pour la prendre. Soit on va la prendre hors plan, soit on va la prendre dans le plan. Hors plan, donc on a cette image-là, et en fait, on va venir la centrer bien sur son image. Avec son aiguille, on vient se mettre bien au centre, et on va aller ponctionner comme ça, en étant, alors, attendez, j'ai bougé un petit peu, voilà, être bien fixe, en étant, hop, voilà, super. Le plus parallèle à sa sonde d'écho, de manière à ce qu'on observe le biseau et qu'on voit bien à quel endroit on va rentrer dedans. Le problème, quand on les ponctionne hors plan, en fait, plus votre veine est petite, plus elle va être compliquée à ponctionner hors plan. Parce que pour la cathétériser, il va falloir pouvoir rentrer à la fois le biseau de l'aiguille et le début du cathlon. C'est ce qu'on va voir juste après quand on va faire une démonstration sur un petit pad de ponction. Et ce biseau plus cette aiguille, ça fait quelques millimètres de longueur. Et là, on a bien vu qu'on n'a que 2 millimètres avant de transfixier la veine. Donc, c'est plutôt compliqué. Et donc, en fait, le plus simple pour augmenter vos taux de succès, ça va être de les ponctionner dans le plan. Alors, dans le plan, le problème, c'est que l'image, elle est assez difficile à obtenir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir dérouler quelque chose qui est très, très fin, qui fait 2 millimètres. Mais c'est quand même le plus simple pour y arriver. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le centrer et on va tourner tout doucement notre sonde d'écho, tout en gardant toujours la veine centrée. Voilà, dès que je vois qu'elle commence à partir, je la remets au centre. Et jusqu'à ce que j'ai réussi, hop, elle revient à la dérouler parfaitement. Voilà. Alors, elle n'est pas complètement déroulée, mais c'est plutôt pas trop mal, ça. Hein. Alors, j'ai juste mis la droite à gauche à droite, hein, puisque voilà, mon image est dans l'autre sens, mais ce n'est pas grave. Et on va arriver, alors je suis désolé, l'image est à l'envers, mais quand je vais venir ponctionner comme ça, on va arriver par là et venir se mettre dedans. Et là, on comprend bien que c'est beaucoup plus simple de cathétériser la veine. Merci pour cette présentation très claire, Frédéric. Mais globalement, ça ne va pas résoudre le problème du capital veineux. Parce que bon, les malades qui ont peu de veines vont pas repousser, entre guillemets. Et donc, il faut peut-être penser des fois à des alternatives. Mais petite question, tu mets à peu près combien de temps pour poser une voie veineuse périphérique comme ça sous échographie, toi? Sous écho, c'est assez rapide en fait. Alors, une fois qu'on a bien l'écho en main, parce que le problème c'est que quand elles sont fines, on va mettre du temps à obtenir son image, mais une fois qu'on a l'image, en fait, c'est pas beaucoup plus long. Le temps de repérage, allez, ça va être 1 minute. Vous voyez, là, on l'a fait assez rapidement et encore en prenant son temps. Et après, le temps de ponction, c'est exactement le même qu'une voie classique, c'est-à-dire qu'on va rentrer, on voit bien son aiguille et son biseau qui rentrent dans sa veine, et une fois qu'on est dedans, hop, on pousse le cathlon, ça y est, c'est réglé. Donc, c'est pas beaucoup plus long. Ce qui va être en fait le plus long, c'est le moment où on va se décider à passer à l'écho. Et en fait, quand on a des patients qui sont vraiment difficiles ou qui ont pas mal de facteurs de risque d'être difficiles, il faut y aller rapidement. Il ne faut pas attendre 10-15 ponctions. Au bout de 2-3 ponctions ratées et où on voit qu'on ne voit aucune veine, il faut aller rapidement se positionner sur ce type de veine. Juste, si jamais on ne voit pas sur l'avant-bras, on peut aller chercher une saphène au niveau de la cheville. En règle générale, celle-là, on la trouve assez facilement et elle est souvent assez grosse. Il ne faut pas hésiter à aller se déporter un petit peu. Oui, c'était un peu tout l'intérêt de ma question. C'était de dire qu'il ne faut pas non plus s'acharner, entre guillemets, à essayer de trouver forcément une veine qui serait visible à l'œil nu. Si on commence à avoir des échecs, ça ne prend pas un temps monstrueux et donc il faut aller vers cette technique assez rapidement. Alors, le seul problème de cette technique, c'est qu'effectivement, c'est pour des traitements de courte durée, parce qu'on ne va pas faire ça tous les 3 jours comme un cathéter veineux périphérique. Et donc, en fait, récemment, c'est de plus en plus utilisé, mais il y a des dispositifs qui sont alternatifs. Et on va en parler. Il y a le premier qui est le midline, hein, qui est en fait, c'est un cathéter veineux qui est périphérique, qui est placé dans une grosse veine du bras, d'accord ? Et ça nous permet d'avoir des traitements prolongés de 7 à 28 jours.
Donc c'est à peu près les mêmes indications que la veine veineuse périphérique, mais pour des traitements à durée prolongée chez des gens qui auraient un capital veineux faible. D'accord ? Alors il faut faire très attention, hein, c'est globalement, comme on a dit, une voie veineuse périphérique standard. Et donc en fait, tous les produits ne sont pas perfusables sur ce type de dispositif, et donc il faut privilégier des dispositifs avec l'osmolarité assez faible, à moins de 600 millosmoles par litre, et ceux avec un pH entre 5 et 9. D'accord ? Et gardez en tête, ça c'est vraiment extrêmement important, que c'est une voie veineuse périphérique et que même si ça a une durée de vie prolongée, ça doit s'arrêter au bout de 28 jours. Si on a besoin d'administrer des solutions un peu plus, on va dire, toxiques, à ce moment-là, on peut aller vers une autre possibilité qui est globalement le PICC line. Alors, tu nous montreras après, mais c'est globalement le même point de départ. Hein, on va sur des veines profondes du bras, d'accord ? Donc les deux côtés, sauf que le PICC line a la particularité d'aller plus loin et en fait de terminer dans les veines, dans les grosses veines du thorax. Hein, et donc, ça correspond en fait à un cathéter central à bord périphérique. Alors, le PICC line, on peut l'utiliser quand ? En fait, il partage les indications des cathéters centraux hein, pour des substances qui seraient vénotoxiques, voire parfois des chimiothérapies. Il en existe avec plusieurs lumières qui vont nous permettre d'administrer des produits de manière conjointe, par exemple la nutrition parentérale et la transfusion. Et ça, tu nous diras, toi, ce que tu en penses, mais effectivement, on peut aussi prélever du sang dessus, mais il faut le faire de manière assez safe pour pas que le cathéter se thrombose. Et là, par contre, la durée d'utilisation est un peu plus longue, de 1 à 3 mois, et avec un taux de complication qui est un peu plus proche de celui des cathéters centraux. Je vais te laisser la parole pour que tu nous montres quelles sont les veines qu'il faut aller repérer, puis cathétériser pour poser un midline et un PICC line. À toi, Frédéric. Oui, donc je vais vous montrer les repérages de ces veines du bras pour les midline et les PICC line. Et après, on verra donc, la technique de ponction sur un bras de ponction et puis le matériel. On en fera pour reparler un petit peu des indications en fait et de quand on va choisir quel dispositif. Je reviens juste sur une petite chose sur la voie veineuse périphérique qu'on a vue tout à l'heure en fait. Effectivement, normalement, on est censé les changer tous les 3 jours. Alors, sur un patient compliqué pour lequel on a eu du mal à le poser, et si finalement il faut perfuser 4 ou 5 jours, évidemment, on va la garder tant qu'elle fonctionne bien. Et pareil pour un midline, on vient de dire 28 jours. Mais si finalement c'est 30 jours, bon, on ne va pas le changer pour 2 jours supplémentaires. Hein. On peut s'autoriser à augmenter légèrement. Alors, on a repositionné encore une fois le garrot. Alors, en fait, les grosses veines du bras, on peut les ponctionner avec ou sans garrot. Chacun des deux ayant son avantage. Si on pose le garrot, on a fait grossir les veines, l'image va être plus belle, la ponction va être plus facile. Par contre, si on rate sa ponction, on va faire un hématome, on ne va pas pouvoir avoir de deuxième chance. Si on fait sans garrot, l'image est un peu plus compliquée à avoir, la ponction peut être un peu plus difficile, mais on a plusieurs tentatives possibles. Et donc ça, en fait, vous pouvez commencer par regarder votre veine sans avoir de garrot. Et si elle est déjà suffisamment grosse, on peut peut-être essayer de se permettre de la ponctionner sans garrot. Alors, comment est-ce qu'on repère les veines du bras? En fait, on positionne donc notre bras comme ça sur la table. On prend notre sonde d'écho, on va poser le centre de la sonde entre le biceps et le triceps, à peu près au milieu du bras. Et on va tomber tout de suite sur, je vous reprends le petit pointeur, voilà, le paquet vasculo-nerveux avec ici, là, au centre, notre artère brachiale et ces deux veines brachiales, satellites, juste au-dessus, en règle générale, le médian. Alors là, le médian, il est bien au-dessus de l'artère. La plupart du temps, le médian, il est plutôt juste là, au-dessus de la veine brachiale. Et quand on va aller partir, donc migrer la sonde en interne, on va aller chercher cette veine juste là, qui est la veine basilique, qui en règle générale est la veine la plus grosse du bras. C'est souvent, enfin c'est celle qu'on va essayer de prioriser. Pourquoi? Parce que d'abord c'est la plus grosse et ensuite elle est loin du paquet vasculo-nerveux. Alors on a quand même un nerf juste en dessous qui a plutôt tendance normalement à être un petit peu plutôt sur le côté, mais enfin en tout cas c'est quand même une ponction qui est toujours plus sécuritaire. Le problème c'est qu'il y a énormément de variations anatomiques dans ce bras et en fait il y a plus de 30% des patients pour lesquels vous n'allez pas la trouver. Pourquoi? Parce que la veine basilique, elle se jette à peu près n'importe où dans la veine brachiale, entre le coude et le creux axillaire. Et donc, il y a plein de patients pour lesquels, quand vous remontez un petit peu, en fait, elle est déjà
réunie avec la veine brachiale. Alors là, on a de la chance, c'est quand elle est réunie avec la veine brachiale, elle devient beaucoup plus grosse et souvent, elle a tendance à s'écarter légèrement du paquet vasculo-nerveux, ce qui fait qu'on peut potentiellement la ponctionner. Mais quand c'est quand même trop compliqué parce qu'elle est bien sous son nerf ou vraiment collée à l'artère, il va falloir se poser la question de savoir si on ne va pas passer de l'autre côté, voire changer de dispositif. Voilà, technique de ponction, c'est exactement le même principe que la voie veineuse périphérique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que soit on va la prendre dans le plan, comme ça, soit on va la dérouler, alors elle est quand même beaucoup plus facile à dérouler parce qu'elle est beaucoup plus grosse, voilà, la dérouler et venir la prendre hors plan, et on va venir se ponctionner comme ça, on va arriver ici et rentrer dedans, on va pouvoir bien la cathétériser tranquillement. Quand elle n'existe pas, on a dit donc on peut aller prendre l'autre grosse veine du bras qui est finalement l'une des deux veines brachiales. Alors en général, c'est la veine brachiale interne qui est plus grosse que l'autre. Là, on pourrait le faire. Hein. Attention à bien viser le centre et à ne pas partir sur notre nerf médian. Il existe une troisième grosse veine dans le bras qui est la veine céphalique. Alors je vous déconseille d'aller la chercher. Pourquoi Pour deux raisons. La première, elle va se terminer par une crosse au niveau de la clavicule, et cette crosse, ça va vous empêcher de monter un peak line. Donc on ne peut pas monter un pic dedans, souvent ça va être un échec. Et si par contre on veut y mettre un midline, pourquoi pas, sauf que c'est une veine qui est d'abord beaucoup plus petite, et ensuite qui est très superficielle. Alors pour la trouver, cette fois-ci, on va se déplacer vers le bord externe du bras, et on va finir par la trouver, et vous voyez, elle est là, hop, ici. Et là, on voit que on est quand même beaucoup plus superficiel. Hein. Elle est plus petite que l'autre. Hein. Si je reprends cette fois-ci sa mesure, et on est retombé sur quelque chose qui fait aux alentours de 3 mm vaguement. Voilà, on est à 2,4 mm, hein, donc c'est quand même tout petit. Et à une profondeur qui est quand même beaucoup plus faible. D'accord ? Donc, elle va être plus compliquée à ponctionner, mais on peut toujours la ponctionner. Ceci étant dit, on a vu que la veine basilique était quand même la principale voie à prendre. Donc, voilà pour le repérage sous écho. Maintenant, je vous propose de vous montrer les techniques de ponction, et puis après, on va regarder un petit peu le matériel. Donc, si on résume, préférez la veine basilique. Si pas d'alternative, on peut aller en tout cas pour les midlines sur la veine céphalique, pardon. Et tout ça, tu es d'accord avec moi, ça se fait dans des conditions d'asepsie parfaites. Alors voilà, plus on va sur quelque chose d'invasif et plus les conditions d'asepsie doivent être strictes. Le peak line, c'est une voie centrale, ça se pose dans les mêmes conditions qu'une voie centrale, c'est donc une asepsie chirurgicale. La voie veineuse périphérique sous écho, c'est une voie veineuse périphérique sous écho, ok, donc on est dans les mêmes conditions que la pose d'une voie veineuse périphérique classique. Il faut quand même penser à mettre une gaine stérile sur sa sonde d'écho. Et le midline, alors le midline, pour moi, il faut également le poser dans des règles d'asepsie qui sont chirurgicales ou assez proches, parce qu'on espère quand même le faire tenir pendant 28 jours. D'accord ? Et donc ça nécessite d'avoir des règles d'asepsie qui sont strictes au moment de la pose, même si le midline, lui, probablement, on pourrait se passer d'un bloc opératoire pour le poser. On peut le faire en salle de réveil, contrairement au pic en salle de réveil, par exemple. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est entendable. Le message, c'est qu'effectivement, on voit que c'est assez facile d'accès. Y penser peut-être pas de manière systématique, mais assez régulière. J'ai par exemple les exemples des infections du site opératoire, des malades qui sont repris, qui vont avoir des durées d'antibiothérapie au moins IV pendant 14 jours. Peut-être quand le malade est sous anesthésie générale, qu'il a été repris pour être lavé, à ce moment-là, penser à ça. Ça peut être plus agréable pour lui de l'avoir eu sous anesthésie générale et de pouvoir ensuite pas être dérangé pour la suite, pour être perfusé régulièrement. Et on va passer sur le bras pour voir maintenant en pratique comment on ponctionne. Je vais donc vous montrer le matériel pour la ponction des voies veineuses périphériques et également les techniques de ponction. Donc, comme je vous ai dit, là, quand on prend les cathlons classiques qu'on utilise, vous voyez, donc, en fait, ils font à peu près entre 30 et 35 mm de longueur. On a dit tout à l'heure que pour obtenir une veine profonde, on était à peu près à 2,75. Ça fait moins d'1 centimètre de cathétérisation. Et évidemment, on comprend bien quand le patient va commencer à bouger son bras, le cathlon il va ressortir. Alors, ceci étant dit, donc, là, on est sur un petit pad de ponction. On va aller repérer nos veines à l'intérieur. Alors, c'est moins joli que sur notre patient, mais on les repère quand même. On a donc, je vous reprends le petit... Voilà, on a une veine qui est ici, on a une veine qui est là, et là, on a quelque chose qui voudrait dire une artère. Donc, on va aller plutôt sélectionner cette veine qui est ici, ok,
on la centre bien. Et là, les deux techniques de ponction dont on a parlé, on voit elle est à 1,5 mm de profondeur. Donc, si on la prend hors plan, on va venir se mettre comme ça dans un angle de ponction par rapport à la peau qui est entre 45 degrés et 90 degrés, plus proche des 90, d'accord? Et on va venir descendre tranquillement, hop, notre aiguille. Vous voyez là, mon aiguille, elle est juste au-dessus. Attendez, je vais monter un petit peu le gain. Je pense que on verra mieux. Voilà, super. Je reprends. Ah, attendez, je vais vous en prendre un autre. Voilà, c'est pour ça qu'on en a plusieurs. C'est pour ça qu'on a un modérateur. Hop là. Voilà. Donc, on recherche nos vaisseaux. Voilà, on en a un juste là. On le centre bien. Si on veut le ponctionner hors plan, on va donc, comme on a dit, se mettre dans un angle entre 45 et 90 degrés, plus proche des 90 degrés, de manière à bien visualiser le biseau de son aiguille. Voilà, hop. Et tranquillement, on essaye de chercher le biseau. Vous voyez, le biseau là, il est là. Voilà. Et on descend, on descend, on descend, jusqu'à rentrer dans la veine. Le problème étant qu'une fois qu'on est rentré un peu dans notre veine, ce qu'on ne sait pas bien, c'est si on a cathétérisé suffisamment. Alors, pour vérifier si on a cathétérisé suffisamment, ce qu'on peut faire, c'est dérouler la veine et aller chercher où on en est avec notre biseau. Hop là, voilà, veine déroulée. Là, vous voyez, on a à peine passé le biseau, on n'a pas cathétérisé, donc on va avancer un peu plus, voilà, pour mettre un petit peu, être sûr d'avoir mis un petit peu de cathlon, et après on va pouvoir monter le cathlon dedans, voilà, et retirer son aiguille. Sauf que, comme je vous ai dit, si on regarde un petit peu ce qu'on a cathétérisé, vous voyez qu'on n'a quand même pas grand-chose. Hein, on est, alors on ne voit pas très bien exactement combien on en a mis, mais on est à peine 1 cm. Il y a quand même de grandes chances que ce cathéter il se mobilise et que, en fait, il ressorte de la veine. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des cathlons de grande taille. Voilà. Hop. Et ceux-là, ils font 60 mm, donc on va avoir à peu près 3 cm à l'intérieur de la veine. Et ceux-là, ils vont être beaucoup plus indiqués cette fois-ci, en plus pour les ponctions qu'on va faire directement dans le plan. Alors, dans le plan, comme on l'a montré tout à l'heure, on va centrer bien son image. On déroule sa veine en la gardant toujours centrée. Voilà. Et une fois qu'on l'a bien déroulée, cette fois-ci, notre ponction, elle va se trouver entre 0 et 45 degrés par rapport à la peau. Et on va avancer tout doucement. On va suivre, alors je suis désolé, je vous ai mis la droite à gauche, la gauche à droite. On va suivre tranquillement son biseau qui vient rentrer, hop, dans sa veine. Et une fois qu'on a rentré suffisamment, on va pouvoir, et là on voit bien, hein, il reste déjà, alors qu'on a commencé à rentrer dans la veine, tout à l'heure il restait 2 mm à rentrer, et là on voit il reste plus d'1 centimètre à rentrer dans la veine, et donc il n'y a plus qu'à cathétériser derrière. Voilà. Hop. Et là, voilà, on voit, on a un petit peu plus. Alors, ce n'est pas très souple, donc on a l'impression qu'on traverse, mais en fait, on ne traverse pas. Et là, on a une longueur qui est un peu plus grande de cathéter à l'intérieur de sa veine. Voilà, ça, c'est pour la technique de ponction des voies veineuses périphériques. Moi, je vous conseille toujours de plutôt aller les prendre dans le plan. Ça paraît plus compliqué initialement, mais en fait, vous allez avoir moins de transfixion quand vous les prenez dans le plan que quand vous les prenez hors plan. Pour que nos téléspectateurs puissent bien noter, en fait, ce qui est extrêmement impressionnant, on le voit bien, c'est que tu as une stabilité dans ta main qui porte la sonde d'échographie qui est extrêmement importante. C'est ce que je dis souvent à mes internes, c'est qu'effectivement, si on n'arrête pas de bouger, ça peut être compliqué. Donc, c'est un point extrêmement important à avoir. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est probablement, je trouve, la clé du succès. C'est 60% du succès et c'est les deux mains. Et en fait, le message important à retenir, c'est contact avec son patient. Les deux mains doivent en permanence être stables, donc posées, et posées en contact avec son patient. Et là, vous voyez, alors on n'est plus sur un bras, mais on imagine que c'est le bras. Et vous voyez, mon bord latéral de ma main, en fait, il est parfaitement posé sur le bras. Et ça me permet effectivement d'avoir une image qui est stable. Et si je peux faire n'importe quoi d'autre, en fait, mon image, elle ne bouge pas. Et pareil pour la main qui tient l'aiguille, de la même manière, elle est posée en fait sur le bras aussi.
hein. Et ça, effectivement, cette stabilité, c'est vraiment 60% du travail. Installation, confort et stabilité. Exactement. On va passer maintenant aux abords des veines du bras pour pic et midline. Et donc, on va enchaîner sur un autre mannequin bras. Tu vas nous montrer maintenant les veines profondes du bras pour pic et midline. Je te laisse la parole, Frédéric. Alors, la ponction des veines du bras, donc là, on a un mannequin de bras qui est là. On imagine qu'on remet le garrot si on a décidé que la veine n'était pas assez grosse pour mettre le garrot. Une première petite astuce, pensez à bien purger vos aiguilles. Ça va vous permettre, voilà, c'est fait, d'obtenir une meilleure image en évitant les artefacts dualaires. Alors, on va poser le centre de la sonde entre le biceps et le triceps et on va chercher le paquet vasculo-nerveux. Alors là, on n'en a pas, mais il serait à peu près ici, d'accord? Et une veine légèrement en interne, la veine basilique qui est là. Deux possibilités pour la ponctionner, comme on l'a dit tout à l'heure. Soit on va la prendre hors plan et on va venir se positionner comme ça dans un angle entre 90 et 45 degrés et essayer de suivre le biseau de notre aiguille. On voit le biseau, il est là. Hop, on le suit, on le suit, on le suit. Là, on l'a perdu un petit peu. Hop, on le retrouve. Voilà. En fait, pour le suivre, vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, j'ai ma sonde d'écho qui s'oriente comme ça, de manière à suivre le biseau. D'accord? Et donc, on le suit tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on le voit rentrer. Là, on est sur la veine. Et là, hop, il est passé, il est dedans. D'accord? Si on se met dans le plan, on le contrôle et on voit bien que le biseau, il est dedans. OK. Soit, et je vous montrerai juste après, soit, d'ailleurs, on a un petit reflux de sang là. Soit, on le prend directement dès le départ dans le plan. Et cette fois-ci, on commence par dérouler son image. Voilà. Et ensuite, on vient ponctionner bien au centre de son aiguille. On suit, hop, voilà, son biseau, hop, jusqu'à ce qu'on rentre dans la veine. Souvent, au moment où on arrive sur la paroi de la veine, en fait, qui est toujours un peu hyperéchogène, on perd la visualisation du biseau qu'on retrouve une fois qu'on est dans la veine. D'accord? Et voilà, et là, on a ponctionné notre veine. Une fois qu'on a ponctionné, en fait, qu'on a mis l'aiguille en place, à ce moment-là, on va pouvoir monter son guide et faire la suite de la procédure. Donc, en fait, on va revisualiser bien tout le kit juste après, mais une fois qu'on est là, voilà, en fait… C'est une technique de Seldinger classique, en fait. C'est une technique de Seldinger… alors, sur celui-là, une technique de Seldinger modifiée, pardon. Modifiée pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas monter… Voilà, une fois qu'on a monté le guide… on n'a pas tout à fait les sensations habituelles, on va vérifier quand même que le guide est bien dedans. Voilà. On peut retirer l'aiguille, en fait, et on a le guide qui est à l'intérieur. Je ne vais pas vous monter le pick line dedans parce que ça va abîmer un petit peu le bras, et on contrôle à l'écho que le guide, il est bien dedans. Hop, vous voyez notre guide là, il est bien à l'intérieur. Ça, c'est très important. Toujours contrôler que le guide est à l'intérieur avant d'aller dilater la veine. Pourquoi? Parce que sinon, c'est là que vous faites des bêtises, en fait. Hein. Avoir passé une aiguille dans une artère, par exemple, si on s'est trompé, c'est pas bien grave. Par contre, si vous la dilatez, c'est là que vous commencez les problèmes. Okay. Et tu dis modifier parce qu'en fait… Alors, modifier pourquoi? Parce qu'un Seldinger, en fait, on monte le guide et on va monter son cathéter sur le guide. Modifier parce que c'est pas ce qu'on va faire. On va monter un dilatateur introducteur et on va passer le cathéter à l'intérieur de ce dilatateur. On va le voir tout de suite après en regardant un petit peu le matériel. Et donc, il faudra peler, mais tu vas nous montrer après. Bon, maintenant, on va voir les différences sur le matériel entre midline et pickline. Donc, Frédéric va nous détailler un peu ce qu'il y a dans les kits et va nous montrer comment on les utilise. Voilà, donc là, j'ai un kit de midline, d'accord. Donc, dedans, alors, ils sont tous à peu près sur le même modèle. Dedans, on va retrouver l'aiguille de ponction, le guide, bien sûr, le dilatateur introducteur et le cathéter avec d'autres petits accessoires à l'intérieur. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, une fois qu'on a mis son aiguille dans le bras de ponction, on passe le guide à l'intérieur de l'aiguille, d'accord. Une fois qu'on a mis notre guide en fait à l'intérieur de l'aiguille,
on retire notre aiguille, et c'est ce dilatateur introducteur qui va permettre, donc qui fait la technique de Seldinger modifiée, qui va permettre de monter le cathéter. Donc en fait, on le glisse dessus. Alors moi, ce que je vous conseille pour les poses de pic et de mid, c'est de ne pas faire de petite incision cutanée pour monter le dilatateur introducteur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on fait la petite incision cutanée, en fait, après, ça saigne, ça fait des pansements qui sont difficiles à faire, et en fait, faire un pansement sur un point de ponction qui saigne, en plus, ça favorise l'infection. Donc, juste, c'est un peu plus compliqué de monter le dilatateur introducteur. Il faut bien tirer sa peau et monter notre dilatateur introducteur. Et une fois qu'on a monté le dilatateur introducteur quasiment jusqu'à la garde, on fait un petit quart de tour comme ça, là, et on va retirer à la fois le guide et le dilatateur, et on laisse que l'introducteur. Et après, on va introduire le cathéter par l'introducteur. Et une fois qu'on l'a introduit, en fait, eh ben, il n'y a plus qu'à, je ne vais pas vous le faire parce que j'en ai qu'un, mais il y a plus, on décroche les deux, on casse, comme pour une voie centrale, en fait, hein, on va casser l'introducteur et on va le retirer en le pelant. Alors, ce qui est important, et on a vu ça tout à l'heure en termes de différence entre un PICC line et un midline, c'est qu'est-ce qui fait la différence de ces deux dispositifs? C'est l'extrémité du cathéter. Le PICC line, c'est une voie centrale. Son extrémité, elle va être positionnée à la jonction oreiller droit d'une cave supérieure. Le midline, c'est une voie périphérique. L'extrémité n'a pas le droit de rentrer dans le système vasculaire central. Donc, elle n'a pas le droit de dépasser le creux axillaire. Donc, il faut mesurer. Voilà. Donc, en fait, en termes de longueur de midline, il existe plein de longueurs. Vous prenez à peu près ce que vous voulez. L'important, c'est que vous fassiez attention à ce qu'on ne dépasse pas la longueur. Ce qui fait qu'en fait, globalement, un midline de plus de 20 cm, vous avez toutes vos chances, si vous ne le recoupez pas, d'avoir l'extrémité qui dépasse ce creux axillaire. Si l'extrémité, elle dépasse, en fait, bah, ce n'est plus un midline que vous avez, c'est un PICC line qui est mal positionné. D'accord ? Et donc ça entraîne d'une part une augmentation des complications, et de plus, la complication quand elle intervient, bah, ce n'est plus une complication de voie veineuse périphérique, c'est une complication de voie veineuse centrale, avec tout ce que ça implique en termes de modification de traitement et en termes de morbimortalité. Il faut faire très attention. Est-ce que tu as des techniques spécifiques pour mesurer, ou il y a des abacs? Comment tu fais, toi pour... Alors, moi, comment je fais? En fait, moi, je prends des pics qui font 15 cm, et avec un pic qui fait 15 cm, en ponctionnant au milieu du bras, je sais que je n'atteins jamais mon creux axillaire. Voilà. Après, si vous avez des pics qui font 20 ou 25, là, celui-là, par exemple, il fait 25 cm de longueur, et ben, à ce moment-là, normalement, dedans, on a un petit, dans la plupart des kits, on a un petit centimètre, d'accord, et ben, il suffit de mesurer par rapport au point de ponction la distance. Vous voyez là chez moi, alors c'est un peu difficile à vous le faire, mais ben, ça fait 20 cm, vous voyez, donc en fait ça veut dire qu'il faut que je coupe au moins 5-6 cm pour éviter d'être dedans. Question subsidiaire, tu fais une anesthésie locale? Alors, je fais une anesthésie locale, oui, je fais une anesthésie locale après avoir fait la ponction veineuse, d'accord ? Parce qu'on est très superficiel, et en fait, en faisant notre local, en fait, on augmente un peu le volume de la taille des tissus, et ça peut aller comprimer la veine et nous empêcher derrière de faire la ponction. C'est des aiguilles qui sont extrêmement fines, d'accord ? Donc en fait, bah, ça ne fait pas plus mal qu'une ponction veineuse classique, même encore moins parce qu'elles sont souvent encore plus petites. Donc je fais d'abord ma ponction, je monte mon guide, et après je fais une petite locale au point d'introduction avant de monter le dilatateur. Et la même chose sur les PICC line. Alors les PICC line, on va voir, c'est à peu près le même principe, d'accord ? Je vous ai amené deux modèles de PICC line qui ont une petite différence entre les deux. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le reste du kit, hein, c'est à peu près le même toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours notre aiguille de ponction, on a toujours notre guide et notre introducteur, et ça se met de la même manière. La différence entre les deux que je vous ai amenés, c'est qu'il y en a un qui est préconnecté et qu'il va falloir couper en distal, et il y en a un qui est non préconnecté et qu'on va couper en proximal. D'accord ? Donc, en termes de méthode, celui qu'on coupe en proximal, on va faire comme une voie centrale classique, c'est-à-dire qu'on va le monter dans son bras à l'intérieur du pardon, faut que j'enlève. À l'intérieur de l'introducteur, on le monte dans le bras. Okay. Une fois qu'on l'a monté par la technique qu'on a choisie pour contrôler l'extrémité du cathéter, on va positionner l'extrémité de notre cathéter à la jonction oreille droite cave supérieure. Okay. On a retiré notre introducteur. Et en fait, donc on imagine qu'il sort de la peau à peu près à ce niveau-là. Et en fait, on va après le couper à l'extérieur. Donc en fait, on va retirer le mandrin qui est dedans. Là, dans celui-là, il y a un mandrin. Ensuite, on va le couper à l'extérieur et venir y fixer l'embase.
D'accord? Donc c'est une technique en fait pour laquelle on ne va pas mesurer le cathéter à l'avance en fait, hein, on va le positionner, on va le couper après. Et la deuxième manière de faire, c'est sur des cathéters qui, eux, sont préconnectés. D'accord? Donc en fait, l'embase, pardon, je suis en train de... L'embase, elle est déjà fixée à votre cathéter. Et là, cette fois-ci, il va falloir d'abord mesurer la distance entre votre point de ponction et la jonction de l'oreillette droite veine cave supérieure, puis couper votre cathéter à la bonne dimension. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette mesure? En fait, une des manières dont on peut le faire, c'est avec souvent, ils ont des guides qui sont plus longs. Alors, attendez, hop, je vais aller rechercher le guide. Le guide qui va avec le kit. Soit c'est des kits avec des guides qui sont extrêmement longs. Celui-là. Voilà. Et on va aller positionner le guide à la jonction. En fait, si on est sur de la scopie, on va aller positionner le guide à la jonction. On va mesurer la longueur de notre guide, puis reporter sur le cathéter, en fait, à partir de l'embase, et aller couper. Par exemple, si on a déterminé qu'on avait rentré pour être à la jonction 40 cm de guide, par exemple, hein, souvent on va être entre 37 et 43, 44 cm. Et on va ensuite couper du coup notre cathéter à 40 cm, et après, hop, on introduit notre cathéter. Alors, il y a quelque chose qui est important dans ce que tu as dit, mais c'est effectivement pour le PICC line, tu parlais de scopie, donc ça se fait dans une salle spécifique. On ne peut pas le faire, par exemple, comme on discutait sur le midline en salle de réveil, c'est dans une salle de bloc opératoire spécifique pour la pose de ces cathéters, parce que c'est des cathéters centraux. Voilà. Deuxième technique, par contre, pour le positionnement d'extrémité du cathé, hein, c'est les techniques avec l'ECG, et à ce moment-là, c'est un peu plus pratique dans le sens où on n'a plus besoin d'une salle avec une scopie. Par contre, cette fois-ci, donc en fait, le CG endocavitaire, cette fois-ci, on va le brancher directement sur le cathéter en fait, à ce niveau-là, d'accord? Et là, cette fois-ci, la technique, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va commencer par introduire notre cathéter à l'intérieur de... Alors, c'est pas le bon, il faut que je prenne le bon pour aller avec. Introduire notre cathéter à l'intérieur, voilà, de notre dilatateur. Avec le CG endocavitaire, on va positionner à la bonne longueur. On va mesurer combien on a rentré dedans, d'accord? Puis on va être obligé de ressortir le cathéter, de le couper à la longueur qu'on vient de définir avec le CG et de le réintroduire, une fois coupé, à l'intérieur du dispositif. Voilà, c'est les deux techniques principales sur les PICC line. Le petit piège, c'est qu'il y a toujours ils sont en fait un peu rigidifiés pour les couper. En fait, ils ont un mandrin dedans. Il faut bien penser à enlever le mandrin, avant de le couper. Voilà, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà. Sinon, vous pouvez réussir à finir par couper le mandrin et l'emboliser. C'est toujours très bien. Je crois petit peu que gênant. Alors, juste pour reparler vite fait des indications, en fait, quand est-ce qu'on choisit lequel de ces modèles? En fait, sur les voies veineuses périphériques sous écho qu'on a vu initialement, c'est vraiment pour les perfusions qui sont courtes. Donc, en fait, au moment où on la pose, on imagine qu'on est vraiment sur un périopératoire rapide. Hein, typiquement, un patient d'ambulatoire, ben voilà, on va lui poser une VVP sous écho qui est courte. Si on est sur un gros patient digestif et qu'on sait qu'il va être perfusé pendant 1 à 2 semaines derrière, il va peut-être falloir se positionner sur un autre dispositif, plutôt sur le midline. Passer au PICC line, c'est vraiment, à mon sens, quand soit on sait que ça va vraiment être une perfusion qui est très prolongée, ce qui est quand même rarement le cas au moment où on a un bloc opératoire, où on se dit, il va avoir une voie veineuse périphérique pendant plus de 28 jours, mais c'est surtout s'il y a une indication à passer un médicament qui doit passer sur une voie centrale, hein, et notamment une nutrition parentérale, puisqu'évidemment, si on a une nutrition parentérale, on ne peut pas la passer sur un midline, il va falloir donc directement passer sur un PICC line. Mais ce qui fait le choix entre PICC line et midline, c'est vraiment, à mon sens, les indications de médicaments qui doivent passer sur une voie veineuse centrale. Sauf les rares cas pour lesquels c'est une voie veineuse périphérique de plus d'1 mois dont on va avoir besoin. Très bien. Eh ben, on a vu la ponction, donc, le matériel, et on a refait un petit tour des indications. Donc, je pense que les abords vasculaires, en tout cas centraux et périphériques, n'ont plus de secret pour nous. Il nous reste à discuter un dernier qui est un peu particulier, qui est globalement un dispositif qu'on va utiliser dans une situation d'urgence. C'est la voie intra-osseuse.
Alors, c'est un accès vasculaire qui va nous permettre d'administrer des drogues et du remplissage vasculaire à certains de nos malades. On a tendance à dire, même si c'est vrai qu'on ne retrouve pas, il n'y a pas de recommandation écrit noir sur blanc là-dessus, mais que c'est après 2 échecs de VVP chez l'adulte dans la situation d'urgence et en première attention chez l'enfant. Il faut faire attention parce qu'il y a des contre-indications qui sont évidentes et qui sont les contre-indications absolues. C'est si vous avez une fracture. Alors, globalement, les intraosseuses, on verra, ça se met au niveau tibial. On peut mettre aussi au niveau de la malléole, mais aussi huméral. Ben, si vous avez des fractures du tibia ou de l'humérus, en tout cas la partie supérieure, il ne faut pas les utiliser. Évidemment, s'il y a des lésions cutanées aussi, eh ben, il faut éviter. Et après, il y a des contre-indications qui sont, on va dire, plutôt de l'ordre du relatif. C'est le sujet qui serait ostéoporotique ou à l'ostéogenèse imparfaite. Attention, il faut savoir qu'il peut y avoir des complications. Il ne faut pas les laisser très longtemps. Les complications, c'est les complications infectieuses avec l'ostéomyélite qui est l'infection cutanée. Et on peut avoir des complications mécaniques. Ça peut entraîner des fractures osseuses, et ce, d'autant plus que vous êtes ostéoporotique, d'où la contre-indication relative, mais aussi du syndrome des loges. Et donc, il faut éviter d'injecter sans avoir vérifié qu'on a eu un reflux de sang à ce moment-là. Donc, on va revoir avec Frédéric comment positionner ces intraosseuses, à savoir que, par exemple, il y a 2 possibilités, 2 grandes types d'intraosseuses. On l'a dit, c'est huméral ou tibial. C'est vrai qu'elles ont chacun leurs bénéfices et leurs risques. L'avantage, on va dire, de la technique humérale, c'est qu'elle est facilement accessible, qu'on a une action des médicaments qui seraient injectés par cette voie très rapide. On considère qu'il faut 3 secondes pour que le médicament se retrouve de la voie humérale à globalement l'oreillette droite. Et donc, en fait, pour l'induction d'un malade, c'est une voie qui serait peut-être à privilégier par rapport à la voie tibiale. Mais encore une fois, on va voir un peu comment les positionner. On pourra discuter de savoir quelle voie préférer. Ben, Frédéric, je vois que tu es venu avec ta perceuse, donc tu vas nous montrer voilà. le matériel. Un petit peu les 2 techniques principales, enfin les deux voies d'abord principales de la voie intraosseuse. Donc, à la fois la voie humérale et la voie tibiale. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent, mais moi, je vous ai amené le plus répandu et le plus simple à utiliser, qui se fait avec une petite perceuse. Alors, en fait, il existe 3 tailles d'aiguilles différents. Vous voyez, on a les rouges, les bleus et les jaunes, sachant que les rouges, c'est la taille pédiatrique, c'est pour les patients, d'ailleurs c'est marqué dessus si vous vous en souvenez plus très bien, c'est pour les patients jusqu'à moins de 40 kg. C'est vraiment réservé à la voie pédiatrique. Et après, on a les bleus et les jaunes, donc c'est pour les patients qui font plus de 40 kg. Et la différence, en fait, on va utiliser les jaunes pour les patients qui ont un panicule cutané qui est relativement important. En fait, ce qu'il faut savoir, donc la plupart du temps, c'est la bleue qu'on va utiliser. Ce qu'il faut savoir pour la longueur, c'est que quand on va introduire notre aiguille à travers la peau et toucher l'os, il faut, vous voyez, notre aiguille, en fait, elle est graduée avec des petites graduations noires. Il faut systématiquement, en fait, avoir un espace entre 2 graduations noires de visibles pour être sûr d'avoir suffisamment de profondeur pour pouvoir franchir la corticale de l'os. Alors, donc 2 possibilités, soit sur la voie tibiale, soit sur la voie humérale. Alors, on va commencer par la voie tibiale. D'accord. Donc, tout simplement, la préparation de notre matériel. Donc, on a notre aiguille, on a le petit raccord qui va nous permettre après de brancher la perfusion sur l'aiguille, et puis on a le système de fixation et stabilisation. Il vous faudra une seringue de 10 ml plutôt en Learlock qu'on va remplir de sérum physiologique. Voilà. On prend 10 ml de sérum physiologique. Et on peut les utiliser aussi pour du remplissage vasculaire. Alors effectivement, la voie humérale peut-être avec un peu plus de volume, et en tout cas la voie tibiale avec une poche de contre-pression, mais voilà, faut pas. Alors, oui, il faut mettre une poche de pression sur toutes les voies. En fait, on peut faire plus de volume sur une voie humérale. Le problème, c'est que c'est plus difficile à stabiliser parce que c'est une articulation qui est mobile, et donc on a plus de risque de délogement de l'aiguille. Alors que sur un tibia, c'est quand même plus facile à immobiliser, il y a moins de risque de délogement. Voilà, faut un petit peu connaître les deux. Donc, on
positionne notre aiguille d'intra-osseuse sur notre perceuse. Alors, le repère, c'est, on va prendre la tubérosité tibiale, d'accord, et on va se positionner 2 cm en dessous, donc c'est à peu près 2 travers de doigts hein, chez un adulte, et un petit peu sur la face interne. Donc en fait, on va faire notre ponction à peu près à ce niveau-là. On vient traverser la peau jusqu'au contact osseux. On vérifie bien qu'on a notre longueur suffisante, donc entre 2 petits traits noirs sur l'aiguille. Et après, en maintenant à peu près à 90 degrés dans l'os, on va venir tranquillement, en appuyant légèrement, visser, hop, notre intra-osseuse à l'intérieur. C'est rapide et efficace. Alors là, juste, Voilà. ça serait un tibia droit. Si on se met... Là, on serait sur, oui, un tibia droit. c'est Exactement. Voilà, c'est une partie plutôt médiale. Voilà. Et donc on voit, c'est rapide, c'est efficace. Hein. Voilà. Une fois qu'on a vissé, on tient le bas de l'aiguille, on va enlever le mandrin qui est à l'intérieur, on garde du coup notre voie, on va venir la fixer soigneusement avec les systèmes de fixation qui sont prévus exprès pour. Donc on vient comme ça, hop, appliquer dessus, on va le scotcher. Hop, évidemment. Le scotcher pour le fixer en bas, on le scotche pour le fixer au-dessus. Voilà, on le colle dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va venir fixer notre voie. On commence par faire un test de reflux pour être sûr qu'on va bien aspirer du sang. Et il faut faire un premier flush de 10 ml de manière à pouvoir faire une petite cavité dedans qui va permettre la perfusion. Si on oublie de faire le flush, en fait, on ne va pas réussir à perfuser derrière. Alors, je ne vais pas vous le faire parce que ça va foutre de l'eau partout, mais on vient flusher les 10 ml et derrière, on va venir fixer notre perfusion avec une poche de contre-pression pour pouvoir passer les médicaments dessus. Ce qu'il faut vérifier quand on fait le flush, c'est qu'il n'y a pas de diffusion. Hein, soit parce qu'on n'aurait pas mis, soit parce que l'aiguille n'aurait pas franchi la corticale et en fait on n'est pas dans l'os, soit parce qu'on l'a transfixié ou parce qu'il y a une fracture osseuse. Et bien effectivement le reflux de moelle osseuse ou de sang pour être certain d'être effectivement à l'intérieur, parce que sinon on peut être toujours dans l'os et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors, la durée maximale d'une intra-osseuse, c'est 24 heures. Donc, une fois que vous l'avez mis en place, en fait, hein, vous avez 24 heures pour trouver une autre voie d'abord pour votre patient. Et quand il faut la retirer, alors c'est tout simple pour la retirer. On dévisse notre système, on retire le stabilisateur. Hop, voilà. On a donc l'aiguille qui est restée dedans. On vient refixer une leer lock dans l'aiguille. Et en fait, on va continuer à tourner dans le sens aiguille d'une montre en tirant légèrement. Et hop, on a l'aiguille qui sort. Voilà. Donc ça, c'est pour la ponction tibiale. Si on a choisi de faire une ponction humérale, cette fois-ci, donc on a toujours notre aiguille qui est positionnée sur la perceuse. On va venir, donc on prend l'épaule de notre patient, on va venir palper pour retrouver en fait le début de la tubérosité humérale et puis schématiser en fait la diaphyse humérale comme ça. Et une fois qu'on l'a bien avec 2 doigts repéré, donc avec notre tubérosité qui est juste au-dessus, en fait, on va venir piquer dans la tubérosité tibiale et encore une fois à 90 degrés. On passe notre peau, on vérifie d'avoir toujours cet espace entre les 2 traits noirs et on vient de la même manière. Hop, percer. Voilà. Tac. Et on est dedans. Et même principe après. Même principe. On dévisse. Le reflux, la fixation. On dévisse, on fixe, on fait un reflux, on flush. Et puis après, on met avec la poche de contre-pression. Très bien. Donc effectivement, c'est une voie d'urgence hein, avec une durée de vie très courte, 24 heures. Donc il ne faut pas oublier, dès que c'est possible, d'essayer d'avoir au moins une veineuse périphérique ou après, en fonction des besoins et de la réanimation du patient, d'avoir un cathéter central. Je crois qu'on a fait le tour des dispositifs et des abords vasculaires chez nos patients d'anesthésie-réanimation. Vous avez l'occasion de poser des questions, donc n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne fin de ISFAR 2024. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.